attendant, nous allons aller du côté de Bamako pour démarrer avec notre première panéliste, Madame Fatoumata Arber. Bonsoir, Madame Arber, vous êtes en ligne? Bonsoir, je suis bien là. Merci d'être connectée. Fatoumata Arber est née à Tombouctou, elle a grandi au Niger, elle a étudié la psychologie et a suivi une formation en journalisme. Elle est également enseignante, blogueuse et web activiste. Elle est membre de plusieurs structures et associations et intervient dans les domaines de la gouvernance locale, de la décentralisation, de l'inclusion politique des femmes et des jeunes, ainsi que les droits humains. Fatoumata Arber incarne une génération de militants du numérique qui œuvrent pour une société plus libre, connectée et engagée. Madame Arber, comment la crise sécuritaire et les déplacements de population ont-ils affecté les femmes maliennes en termes d'accès aux services essentiels de base comme la santé et l'éducation? Bonsoir à tout le monde. Je suis ravie d'être aujourd'hui invitée à ce webinaire qui a un sujet vraiment important pour les habitants du Sahel. Pour répondre à ta question, il faut savoir que la crise multidimensionnelle que le Mali a commencé il y a bien longtemps, pratiquement 13 ans cette année. Tout a commencé en avril. Pour nous, quand même, moi, je suis basée à Tombouctou, au nord du Mali. Ça a commencé en avril 2012 et ça s'est répercuté sur la vie des populations, on va dire sur tous les plans. Parce que avec la crise, l'occupation des régions du nord, Tombouctou, Gao et Kidal, à Tombouctou, pratiquement, nous avons reçu la demande, sinon l'invitation de Bamako, de nos autorités, à rejoindre la capitale. Moi, enseignante, pratiquement toute mon école s'est retrouvée déportée à Bamako. Vous voyez, les écoles qui ne pouvaient pas être déportées ont simplement été fermées. Et c'était vraiment, vraiment très dur. Très dur. Même les écoles qui n'ont pas été fermées, lorsqu'on prend le lycée, par exemple, après quelques mois d'occupation, le lycée a rouvert, mais il a rouvert avec les règles, avec des nouvelles règles, des règles djihadistes. Un enseignant de sexe, de genre, on va dire comme ça, un enseignant de genre masculin n'enseignait pas, ou bien ne fait pas cours aux filles. Et les filles se sont retrouvées vraiment dans un contexte très lourd psychologiquement pour elles. Et les enfants qui ont pris les cours, ceux qui, dans les établissements, sont restés ouverts, entre parenthèses, sont partis de l'autre côté du Mali jusqu'au centre à Mopti pour faire les examens au Boromopti. Pour faire les examens, et c'est surtout les filles qui ont ramassé les pots cassés, parce que on sait que dans cette situation-là, il y a eu beaucoup d'exactions. Les femmes étaient soit enlevées pour devenir des esclaves sexuels, soit elles prennent le coup d'une décharge, on va dire une décharge émotionnelle et psychologique qui s'est répercutée sur leur comportement. Il y a eu beaucoup de cas d'hystérie, même présentement. Les séquelles de cette crise-là sur les femmes continuent à être visibles. Lorsque vous partez dans les établissements scolaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de cas de problèmes psychologiques pour les filles. Et les centres de santé, même là présentement, nous sommes confrontés à un problème de niveau du plateau opérationnel de l'hôpital de Tombouctou. Pourquoi? Parce que pratiquement tout le monde est parti. Les médecins et tout a été pris.
pratiquement, il n'y a plus de matériel pour soigner les gens dans les grands centres hospitaliers, les écoles, les actes de naissance des enfants, les dossiers des enfants, tout a été brûlé. Vous voyez, il fallait repartir de zéro en 2013 et ça n'a pas été facile. Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez activer votre vidéo, s'il vous plaît, Madame Arbet? Oui, bon, je l'active. Comme ça, vous allez voir toute l'émotion sur mon visage. Ce n'est pas facile, de se remémorer tout ça là. On sait, et après le départ à Bamako, il fallait revenir. On revient et on se bat pour reconstruire la vie encore une fois à Tombouctou. C'est sur cette base-là que moi j'ai initié, dès le retour à Tombouctou, j'ai initié d'abord, j'ai ouvert avec l'appui de certains partenaires que j'ai eu à Bamako durant, entre parenthèses, la période que moi j'appelle l'exil à Bamako, parce que sincèrement, on se sentait exilé. Hey, excusez-moi, ce sont les enfants. OK? Non, ça peut aller, vous pouvez continuer. Oui, donc, après cet exil à Bamako, bien sûr que c'est toujours le Mali, bien sûr qu'on est toujours chez soi, mais le coup a été vraiment difficile. Si on voit des personnes qui se sont retrouvées dans un autre cadre de vie, laissant leur propre maison pour aller se retrouver dans une autre forme de vie citadine complètement différente, sans accès véritable ou bien accès facile à certains services de base. Bien sûr, il faut reconnaître que les ONG ont beaucoup fait pour nous, beaucoup même durant la période à Bamako de l'occupation, avec notamment des projets d'urgence qui ont aidé les familles à rester sur place, à payer parfois. Il y a des projets qui ont apporté des apports pour aider les gens à payer les frais des loyers. D'autres personnes sont parties dans des familles, chez des parents, on va dire comme ça. Ouais, on comprend. On aura l'occasion peut-être de revenir sur ce que les partenaires ont fait pour vous accompagner. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les formes de violence spécifiques que les femmes maliennes subissent dans les zones affectées par le terrorisme et les conflits intercommunautaires? Oui, les violences que les femmes subissent, c'est surtout les violences sexuelles. Les violences sexuelles et les agressions physiques et psychologiques. Parce que les femmes qui sont dans nos zones, notamment les zones, les villages et les zones reculées, un peu reculées, tant que tu n'es pas dans les centres urbains, les populations, et notamment les femmes, se retrouvent à la merci de ces troupes-là. C'est ainsi qu'il y a eu moi, j'ai eu vraiment apporté secours ou bien assistance parce que je suis psychologue de formation et il y a eu beaucoup de cas de viol, viol de quoi, 5 jusqu'à une dizaine de femmes dans des villages ou bien des cas d'enlèvement même de ces femmes. Et l'UNFPA même a fait sortir des chiffres dans la région de Tombouctou. Il y a clairement une hausse des violences basées sur le genre à Tombouctou, due pratiquement à la présence de ces groupes armés terroristes-là qui n'hésitent pas à enlever les femmes pour les transformer soit en esclaves sexuels ou bien tout simplement en esclaves. Ils enlèvent les femmes pour qu'elles aillent faire la cuisine et des tâches comme ça, des tâches très dures. Et comment les femmes au niveau du Mali s'organisent pour faire face à ces violences
que subissent les femmes, mais aussi pour contribuer à la paix et à la cohésion sociale? La, la première, euh, la première forme de réplique que les femmes ont trouvée pour se défendre, c'est vraiment le déplacement. Lorsque vous regardez, il y a vraiment beaucoup de déplacés internes. Dès que cela ne va pas, que les femmes, les villages, il y a des villages entiers qui se déplacent vers d'autres zones pour éviter vraiment ces formes de violence sexuelle et violence physique même, parce que les populations sont carrément menacées lorsque, lorsque ces terroristes-là constatent des formes de collaboration que ces populations-là ont avec nos forces armées. Et est-ce qu'il y a des obstacles qui empêchent justement ces femmes-là de participer pleinement au processus de prise de décision concernant la sécurité et la paix dans le pays? Bon, il fait au Mali de 2013, avec, on va dire, de 2015, à partir de la signature de l'accord pour la paix, il y a eu une, euh, une mise en place d'un comité de surveillance de l'application de l'accord. Bien sûr, euh, sur le plan, on va dire, à un niveau bas, les femmes Mhm. participent. Les femmes Ouais. participent, ils font des focus group, on nous invite à ces focus group là lorsqu'il y a, j'ai eu à participer à plusieurs réunions concernant la mise en place, par exemple, d'une politique de proximité avec notamment la prise en compte de des avis des femmes. Et particulièrement, moi, j'ai été assez consulté sur ce projet-là. Mais dès que le niveau monte et qu'on arrive à un niveau décisionnel, notamment pour ce comité de de surveillance, par exemple, de l'accord pour la paix, il n'y avait pas une femme. Personne n'a pensé que, bon, les femmes, c'est la moitié de la population du Mali. Et les femmes sont des acteurs qui sont les acteurs qui le plus souffrent dans ce conflit-là. Et les femmes sont des acteurs aussi qui œuvrent pour la paix, qui veulent la paix. On n'a pas vu ça et les femmes, un long moment, les femmes ont été exclues de ce comité de surveillance de l'application de l'accord. Il a fallu que vraiment nous utilisons les moyens dont nous disposons, notamment les réseaux sociaux, et en parler dans toutes les réunions auxquelles nous prenons part pour que on nous écoute et qu'on accepte que des femmes rejoignent ce comité de surveillance-là. Et même là, les femmes qui ont rejoint ce comité de surveillance-là, bon, on va dire que ce sont des femmes coachées. Vous voyez, coachées qui ils savent que bon, c'est pas moi, c'est pas c'est pas Amina, une autre amie qui dira ce qu'elle pense, qui aura un avis et qui fera tout pour faire accepter cet avis-là pour la paix et pour le mieux protéger les femmes dans l'histoire du conflit. Là. Vous voyez, ce sont des limites, quoi. Voilà. Madame Arbet, est-ce que les femmes aussi ne... Quelqu'un, en fait, un célèbre journaliste, Norbert Zongo, pour ne pas le nommer, du Burkina Faso, disait qu'on ne donne pas la parole à quelqu'un, quelqu'un arrache la parole. Est-ce que les femmes au niveau du Mali ont essayé d'arracher la parole? C'est pas facile. Mais bon, ça, c'est pas ce n'est pas dans ce n'est pas dans notre culture. Il ne faut pas oublier que nous sommes au Sahel. Et bien malheureusement, moi, je suis militante des droits des femmes. Les femmes n'ont rien comme droit. Les hommes se marient, les hommes font tout pour garder les femmes. Au Mali, quand même, on fait tout pour garder les femmes à côté, en marche. Vraiment, la voix des femmes, c'est pas facile de la prendre en compte. Et Mhm. les femmes se battent. Hein. Nous nous battons. Hein. On arrête la parole. Norbert Zongo, je le respecte beaucoup. Mais Norbert, c'est pas facile. Hein. J'espère que tu m'entends d'où tu es. C'est pas facile. Mhm.
Ok. Alors, dernière question, Madame Arbet. Quel rôle les femmes maliennes pourraient-elles jouer de manière plus significative dans la prévention de la radicalisation et dans le dialogue entre les différentes parties? Moi, je suis convaincue que c'est grâce aux femmes maliennes que le Mali peut avoir la paix. Je pense, hein. Et parce que la femme, c'est vrai que ce n'est pas dans notre culture d'arracher la parole, mais lorsque la femme arrive à avoir la parole, lorsqu'elle s'imprègne des choses, elle peut, même quand on regarde notre histoire, on se rend compte de cela, les femmes peuvent amener la paix, je pense bien. Elles peuvent même l'imposer aux hommes. Elles peuvent. Mais euh, il y a la situation sécuritaire ou bien la situation politique du pays fait qu'il est très difficile pour nous, femmes maliennes, de jouer pleinement notre rôle et d'arriver à avoir cette influence positive dont nous disposons sur les dirigeants militaires de notre pays. Mais il est important à ce qu'ils comprennent que les femmes sont la clé de la fin de ce conflit-là, que ce soit au Mali, ou bien au Niger, ou bien au Burkina. Il faudrait écouter les femmes, toutes les femmes du Mali, et accepter que euh, les femmes jouent un rôle. Elles peuvent aussi être le trait d'union entre les différentes parties prenantes de ces conflits-là. Merci, Madame. Précisément identifié, en tout cas dans le cas du Mali, on n'a pas identifié des femmes qui sont spécifiquement des bourreaux qui agissent comme les groupes armés, les différents groupes armés qui ont été identifiés. Mais il faut savoir que il y a cette polarisation qui est là, qui est claire. Et les populations ne se comprennent pas de la même manière. Moi qui suis du Nord, j'ai une compréhension complètement différente de la situation du pays et de ce que je vis par rapport aux femmes qui sont plutôt du Sud et qui ont tendance à être, on va dire ça comme ça, des pro-militaires, des pro d'une gouvernance, une gouvernance on va une gouvernance militarisée ou bien je ne sais pas, une gouvernance détenue quand même par le sud du pays sur le nord. Vous voyez, non? Et on ne comprend pas les choses de la même manière. De la même manière que quand ceux du sud ont tendance à mettre tout le monde dans le même bol. C'est-à-dire que pour eux, toutes les populations du nord sont des terroristes, femmes comme hommes. Et on a l'impression que quoi qu'on fasse aux populations, quoi que les forces républicaines fassent aux populations là, ces populations bourreaux acceptent ça comme ça. C'est comme si lorsque vous êtes du côté de l'État, vous avez votre force létale ou bien votre capacité d'agir, de tuer, de faire tout ce qui va dans le sens de défendre l'État, défendre la souveraineté est comprise. Et bon, beaucoup de fois, ce sont les populations, ça me ramène vers une autre question, ce sont les populations qui ne sont pas vers le sud, qui sont dans ces zones occupées, ces zones qui font l'objet de ce conflit-là, qui sont considérées comme des victimes. Elles sont des victimes même, on va le dire comme ça. Il y a les couvre-feux qui sont là. Et les populations sont même quand je prends le travail que je fais, je suis une web activiste, je reçois beaucoup de menaces de mise en garde en ligne par rapport au travail que je fais, simplement parce que je suis du Nord, je parle de ce que je vis, je parle de ce que les autres femmes vivent. Ça, ils ne le comprennent pas et j'ai l'impression que je n'ai même pas, pour ces gens-là, je n'ai même pas le droit de parler de ce que je vis. Pour eux, je suis, je sais pas, je suis comme tous ces terroristes-là que l'armée a bien le droit de tuer.
Vous voyez, ce sont ces personnes-là, ces bourreaux-là, et ils existent. Dans le cadre du Mali, ils existent vraiment. Il faut le dire comme ça. Et par rapport aux violences, aux différentes formes de violence qu'il y a, les acteurs et les violences qu'on voit, il y a les violences sexuelles et les abus sexuels, bien sûr. Il y a les abus de pouvoir, les extorsions sur place des personnes qui se font arrêter sur dénonciation d'autres personnes, alors qu'elles sont innocentes et on leur extorque des choses, des biens. Vous voyez, il y a des détentions illégales. Même là, présentement, il y a un jeune blogueur de Tombouctou qui a été arrêté depuis le vendredi, pour avoir simplement parlé des conditions des malades à l'hôpital de Tombouctou. Le petit, il est détenu, ça fait 48 heures. On fait tout pour qu'on le libère. La personne qui a, le chirurgien dont il a parlé dans un post Facebook, a retiré sa plainte, mais le petit continue à être détenu. Présentement, il est présentement à la police. Vous voyez, il y a les violences psychologiques, il y a des menaces, des intimidations, des humiliations publiques même, qui sont faites à l'encontre des acteurs comme moi, ou bien d'autres acteurs, ou bien des leaders sur lesquels ils veulent montrer aux autres membres de la population tout ce dont ils sont capables. Vous voyez. Il y a aussi la corruption, l'exploitation économique. Lorsque vous regardez, nous sommes dans un contexte de guerre, mais quand vous regardez, il y a toujours, par exemple, cette route des migrants irréguliers qu'on appelle illégitimes aussi. Je ne suis pas trop d'accord. Mais il y a toujours ces routes-là qui continuent à être alimentées. Pourquoi? Parce que ces personnes-là font l'objet d'exploitation et qu'ils donnent de l'argent pour pouvoir passer. Ils donnent de l'argent pour partir, ils donnent de l'argent pour revenir. C'est tout un calvaire et tout un mécanisme qui se base aussi sur la situation d'insécurité, la situation sécuritaire même dans la région et je pense que c'est quelque chose qui compte pour en tout cas le Mali et le Niger concernant les migrants. Merci bien, Madame Harbert, pour ces détails. Nous allons